Bon, alors il est présentement 19h30. On va débuter. On a une quinzaine de personnes en ligne. On attendait une cinquantaine d'inscriptions pour ce soir. Donc, il y a probablement des gens qui vont se joindre à nous progressivement, mais par respect pour vous qui avez fait l'effort d'être là de manière ponctuelle, on va quand même débuter sans plus tarder. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Chantal-Anne Dumas. Je suis naturopathe agréée depuis 1998 et conseillère médicale pour AWARE depuis 2011. Donc, depuis 9 ans, je fais du contenu, je partage l'information, je valide l'information scientifique et j'appuie nos comptes au Québec. La chargée de compte pour le Québec, la représentante, celle que vous voyez généralement dans les magasins sur la route, c'est Sophie Desharnais. Donc, Sophie s'occupe de tout l'aspect commercial d'AWARE pour le Québec et moi de tout l'aspect information et de l'aspect contenu et scientifique. Donc, ce soir, on va parler du soulagement naturel de la douleur. J'ai plusieurs options à vous proposer. En fait, j'en aurais eu, vous connaissez mon genre de formation, j'en aurais eu pour plus d'une heure. J'ai dû faire des choix déchirants et je vous ai mis la liste des autres produits dont j'aurais pas le temps de vous parler ce soir à la fin quand même. Mais j'ai été empêchée dans différents types de modes d'action pour qu'on en ait quand même là, pour différents types d'affections. Alors, voilà, sans plus tarder, on va débuter le webinaire. Côté technique, vous pouvez poser des questions par écrit. Les microphones sont éteints. En principe, la formation est enregistrée et devrait être disponible dans les prochains jours si vous voulez la partager, si vous voulez la réécouter. Donc, je ne répondrai pas aux questions au fur et à mesure parce que c'est moi qui fais le hosting, donc qui est l'autre et également la présentatrice. Mais à la fin, on pourra se faire une petite session de questions-réponses. Vous pouvez aussi m'envoyer vos questions, j'y répondrai directement par courriel avec les questions qui auront été écrites ce soir, ou sinon vous pouvez me contacter également, comme toujours, à cduma@aware.ca. Donc, le soulagement naturel de la douleur, vous savez, on vit présentement une crise d'opioïdes, pas juste au Canada, aux États-Unis aussi. Et je trouve ça tellement dommage d'aller voir les chiffres sont absolument épouvantables et on a tellement de belles solutions du côté de la médecine naturelle. Donc, on aurait vraiment d'autres moyens de faire face à la douleur, particulièrement à la douleur chronique. Et il y a beaucoup de gens aussi qui vivent avec de la douleur, certains qui vivent avec des douleurs depuis plus de 10 ans, vous allez voir. C'est des chiffres, moi, qui m'ont quand même assez surprise. Donc, voilà pour ma petite présentation personnelle. Simplement vous rappeler que j'ai une centaine d'émissions de radio qui sont archivées sur le site de mixcloud.com. Donc, il y a vraiment toutes sortes de sujets dans les 100 émissions. Là. Ça va de la sclérose en plaques aux peines d'amour. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Et donc, vous pouvez télécharger ces émissions. Ça s'écoute bien dans le transport et tout. En général, c'est des entrevues avec des invités, mais je trouve vraiment là, pas mal de sujets. Donc, Advanced Orthomolecular Research, pour ceux qui ne nous connaissent pas, eh bien, on est une compagnie 100% canadienne qui est établie à Calgary depuis 29 ans. On a environ 200 produits thérapeutiques dans notre gamme de produits. On focus vraiment sur tout l'aspect orthomoléculaire, c'est-à-dire les vitamines, les minéraux, les plantes également. Mais ce qui fait vraiment notre particularité, c'est l'aspect orthomoléculaire. Donc, AWARE, c'est pour Advanced Orthomolecular Research. Et vraiment, il y a des fois une mauvaise perception de la médecine orthomoléculaire parce que ce qui a été véhiculé, c'est beaucoup la question des mégadoses. Hein? Par exemple, avec Linus Pauling là, qui parlait de 30 grammes de vitamine C, par exemple. Et les gens ont retenu cet aspect de mégadosage. C'est pas toujours vrai. En fait, ce qu'on veut, c'est avoir la dose optimum, c'est-à-dire pas juste le minimum là, pour ne pas avoir un problème comme le scorbut ou le beriberi, mais vraiment avoir un dosage optimum pour avoir une santé optimale aussi et que les molécules soient dans la bonne forme biochimique
pour pouvoir se rendre au site d'action et faire le bon travail pour lesquels on les prend. Et on va donner plusieurs exemples de ça durant la formation. Mais ça, c'est la vraie définition vraiment de l'approche orthomoléculaire. C'est la bonne quantité de bonnes substances qui est livrée au bon endroit dans le corps au bon moment. Et la définition nous vient de Linus Pauling, un prix Nobel, 2 fois Nobel en fait, de sciences, mais c'est le principe qui sous-tend tout l'aspect de recherche et développement chez AWARE. En fait, c'est vraiment ce qu'on cherche à faire toujours, c'est de pouvoir, à l'aide de substances naturelles, obtenir les résultats comparables à ce qui se fait du côté pharmacologique, mais sans en avoir les effets secondaires, évidemment. D'abord, la douleur, on va s'entendre un petit peu sur ce que c'est, hein, qu'est-ce qui fait la douleur dans le corps. Alors, le corps va ressentir la douleur, qu'on parle de douleur aiguë ou de douleur chronique, lorsque les terminaisons nerveuses, très souvent au niveau de notre peau, qu'on appelle des nocicepteurs, vont détecter quelque chose d'anormal. Alors, en fait, la douleur, c'est à la base quelque chose de positif, c'est quelque chose qui sert à nous protéger. On touche, c'est chaud, on enlève la main, ça nous a informé pour pas qu'on se brûle tout le corps. Donc, ces fameux nocicepteurs, ces petites cellules qui sont situées en général au niveau de la peau, vont envoyer une impulsion nerveuse et qui vont transporter un message jusqu'à d'autres nerfs, qui vont se rendre jusqu'à la moelle épinière pour atteindre finalement le cerveau. Et c'est ce qui nous transmet le message et le réflexe. Donc, quand on parle de douleur chronique, c'est lorsque ces fameuses files nerveuses vont devenir blessés ou vont envoyer des signaux qui sont incorrects et répétitifs, je dirais même, à d'autres centres de la douleur dans le corps. Et ça va être un signal qui va perdurer, perdurer, perdurer. Donc, c'est là où la douleur va devenir chronique et c'est là où ça va devenir problématique, bien entendu. Donc, comment on distingue la douleur chronique de la douleur aiguë? Évidemment, l'aiguë, c'est celle qui est à court terme. C'est pas toujours celle qui peut être plus forte. On peut avoir une douleur chronique qui est également très intense. Et la douleur aiguë va résulter généralement d'une blessure ou d'une maladie, bon, qui à la base nous a fait ressentir ces sensations. Ensuite, la douleur chronique, elle, ça va se catégoriser lorsqu'on parle d'une douleur qui s'étend au-delà de 12 semaines. Ça, c'est la définition, on va dire, clinique de la douleur chronique. C'est vraiment une douleur qui perdure au-delà de 12 semaines ou 3 mois. Le syndrome de douleur chronique, ça, c'est une affection qu'environ 25% des gens qui souffrent de douleurs chroniques vont développer. Et ce qui va se passer, c'est qu'en plus de la fameuse sensation de douleur chronique, ils vont développer aussi des symptômes psychologiques tels que la dépression et l'anxiété. Il y a différentes raisons qui peuvent expliquer cela, mais vous allez voir que c'est toute une spirale ou un cercle vicieux vraiment là, qui peut entourer les aspects de la douleur chronique. On le sait, des fois, on a juste une douleur, un mal de dents ou on s'est fait une petite blessure et on se rend compte à quel point ça affecte notre vie, différents aspects de notre vie, notre transport, notre travail, nos activités sociales, notre humeur. Imaginez quand cela perdure dans le temps, on peut bien comprendre là, que ça va avoir beaucoup de répercussions. Ensuite, on parle également d'un autre type de douleur chronique qui s'appelle le syndrome douloureux régional complexe ou encore chronique, les deux appellations sont utilisées. Et là, on parle d'une douleur qui s'étend au-delà de 6 mois et qui va affecter généralement un membre en particulier, un bras, une jambe, une main, un pied. Et c'est habituellement suite à une blessure. Et ce qui va se passer, c'est qu'il y a à ce moment-là une espèce de surcharge, on va dire, du message de douleur qui est constamment envoyé à notre cerveau et envoyé à nos extrémités. Et à un moment donné, le syndrome douloureux va s'installer. Alors, quelques exemples de douleurs chroniques. On pense très souvent à tout ce qui est musculo-squelettique, hein, les douleurs musculaires, les lombalgies, les fameux maux de dos, douleurs cervicales aussi beaucoup avec nos téléphones, nos ordinateurs, les douleurs aussi articulaires qui sont dues à l'arthrite, l'arthrose, mais il y a également tout ce qui est douleurs nerveuses. On pense par exemple aux neuropathies diabétiques. Donc là, on va rajouter des sensations de picotement ou ça peut être comme un sentiment qu'il y a des secousses aussi. On pense par exemple au syndrome des jambes impatientes. Il y a les douleurs osseuses, il y a les fameux maux de tête, migraines, très compliqué, très souffrant pour les gens qui vivent ça de manière récurrente. Et il y a tout l'aspect aussi pelvien utérin, douleur utérine, endométriose,
syndrome prémenstruel, douleur dans le milieu du cycle qu'on appelle Mittelschmerz, bref, tout ce qui se passe dans la zone génito-urinaire et bien sûr les douleurs intestinales, inflammatoires chroniques et tout ce qui est autre forme de douleur à l'estomac, brûlement d'estomac, reflux gastrique et compagnie. Donc, c'est pas les options de douleur qui manquent. Alors, quelles sont quelques causes possibles de la douleur chronique? Bon, évidemment, les blessures, comme on l'a dit, des infections ou des maladies, la fameuse fibromyalgie, les maladies auto-immunes, on pense par exemple à l'arthrite rhumatoïde, mais il n'y a pas que celle-là, le lupus érythémateux également qui peut être dans certains cas douloureux. L'arthrose et les blessures de surutilisation, on pense par exemple aux fameux poignets à cause de nos souris, aux troubles gastro-intestinaux comme on a mentionné, l'AVC, les cancers, bon, les suites de chirurgie également, le lymphédème qui peut être associé aux chirurgies qu'on a subies à cause d'un cancer. Bref, encore là, il peut y avoir plusieurs causes. Pour nous, en naturopathie, c'est pas si important de connaître la cause, puisque ce qu'on va travailler, c'est les mécanismes qui sont en jeu. Alors, le système immunitaire, lui, peu importe la cause d'origine, il va réagir à peu près de la même façon. Il va déclencher un processus d'inflammation, etc. Donc, nous, c'est à ça qu'on va s'adresser, indépendamment de la cause initiale du problème. Alors, il y a également tout l'aspect psychologique qu'il ne faudrait pas passer sous silence parce que on sait que les personnes, lorsqu'elles sont anxieuses, qu'elles sont stressées, les muscles, particulièrement les muscles de la région de la nuque, vont être plus tendus, plus serrés, ce qui va créer un effet de fatigue et ils vont être moins efficaces, donc ils vont éventuellement devenir douloureux parce que l'apport sanguin se fait moins bien, l'apport de minéraux, le drainage aussi se fait moins bien, donc les toxines vont s'accumuler et donc le stress est clairement relié à la douleur. Et si la douleur est déjà présente, bien à ce moment-là, le stress et l'anxiété vont aggraver des douleurs déjà présentes s'ils ne sont pas carrément à la cause. On dit que 15 à 30 des personnes souffrant de douleurs chroniques ont également eu un stress post-traumatique dans leur vie. Donc ça, c'est un facteur qui nous fragilise face à la douleur. Et pourquoi? Eh bien, c'est parce qu'un événement traumatique va mettre notre système nerveux en mode de survie ou en mode sympathique et on peut avoir du mal à revenir à la normale. Donc, on va rester en dominance de sympathique, comme on dit, nous, en naturopathie. Et donc, ça veut dire que constamment, les signaux d'alarme avec les hormones de stress associées, cortisol, adrénaline, noradrénaline, vont être sécrétées en permanence. Et donc, le corps, éventuellement, va s'épuiser, les surrénales vont se fatiguer, ça va créer de l'inflammation et on va rentrer dans ce fameux cercle vicieux. Donc, tout ça peut avoir un impact sur notre pression artérielle, sur notre taux de sucre, sur notre glycémie, et ça va affecter notre immunité. On a tous déjà constaté que lorsqu'on vit beaucoup de stress, beaucoup de fatigue, notre système immunitaire est moins performant. Donc, c'est relié tout ça. Et ça, c'est vraiment un des aspects que la médecine naturelle a bien compris quand on parle de médecine holistique. C'est que, évidemment, ce qui va se passer dans notre tête, c'est pas dissocié de ce qui se passe dans notre corps. Donc, les symptômes physiques vont souvent se manifester lorsque le corps est en détresse constante. Donc, mal à dire. Qu'est-ce que la maladie essaie de nous dire? C'est souvent ce qu'on n'a pas pu adresser sur un autre plan. Donc, est-ce que c'est fréquent, la douleur chronique? Imaginez-vous qu'il y a un Canadien sur 5 qui vit avec une douleur chronique. C'est énorme, ça, une personne sur 5 avec une douleur chronique. Ça, c'est mis à part tous ceux qui ont, par exemple, un syndrome prémenstruel qui revient une fois par mois. Il y a un Canadien sur 5 qui vit avec ça tout le temps. Et parmi ces gens qui souffrent de douleurs chroniques, les 2/3 disent que leur douleur va de modérée à sévère. Donc, modérée dans la moitié des 2/3 et quand même sévère chez 14% de ces gens-là. Et parmi les Canadiens sur 5 qui vivent avec la douleur chronique, eh bien, il y en a la moitié qui disent que cette douleur perdure depuis plus de 10 ans. Imaginez, c'est vraiment difficile. Donc, quelles sont les conséquences de souffrir de douleurs chroniques? Eh bien,
ça va limiter plusieurs aspects de notre vie, ça va se répercuter sur plusieurs aspects. Notre aspect professionnel, évidemment, si par exemple on a de la difficulté à rester assis, ça peut avoir un impact sur le genre de travail qu'on faisait avant. Les activités sociales et récréatives, ça peut faire qu'on ne peut plus pratiquer certains sports, certaines activités. Et sur les auto-soins aussi, donc ça risque d'affecter notre entraînement physique, les choses qu'on faisait pour prendre soin de soi. Ça va aussi avoir un impact chez les visites chez le médecin. Donc, la grande majorité des visites chez le médecin, en fait, sont reliées aux douleurs chroniques. Ça a un impact sur l'absentéisme, sur la détresse psychologique aussi, parce qu'on sait encore là que beaucoup de gens vont recevoir des prescriptions d'antidépresseurs, mais le problème était à la source une détresse physique beaucoup plus et donc une douleur chronique. Et ça peut amener une dépendance aux médicaments analgésiques, mais aussi à toutes sortes de substances légales ou moins légales parce qu'on essaie de sortir de cette fameuse douleur. Donc, comme vous le voyez, on rentre avec la douleur chronique là, dans une espèce de tourbillon qui va finir par englober presque toute notre vie. Notre vie va devenir dominée par la douleur. Il va falloir un petit peu gérer nos activités en fonction du moment de la journée où ça fait moins mal, etc. Donc, ce n'est pas simple. Alors, c'est bien important et bien intéressant de savoir qu'on a des alternatives à tout ça. Donc, du côté conventionnel, bien évidemment, c'est des médicaments qui vont être proposés de première ligne. Donc, dans les médicaments non opiacés, on a l'acétaminophène, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, et on a aussi les fameux médicaments opiacés comme la codéine, l'oxycodone et la morphine. On peut aussi aller du côté des anesthésiques locaux topiques, comme le lidocaine, par exemple. D'autres médicaments, particulièrement souvent, ça va être les antidépresseurs. Et idéalement, pour que ça fonctionne bien, ça devrait être combiné avec des psychothérapies, comme par exemple le biofeedback, des techniques de relaxation. On pense à tout ce qui est à la mode, là, de méditation pleine conscience, visualisation, etc. Ça peut s'accompagner de thérapie physique. On va penser par exemple à la physiothérapie ou à des méthodes comme l'ostéopathie. Et dans certains cas, ça va aller jusqu'à la chirurgie si on pense pouvoir améliorer la cause. Ça pourrait être par exemple les douleurs à la hanche là, qui ont quand même un bon taux de réussite du côté des chirurgies. Alors, ça nous amène à la fameuse crise des opioïdes, comme je disais. Les opioïdes sont des médicaments d'ordonnance qui sont habituellement prescrits pour soulager la douleur. Et même dans beaucoup de cas de dépendance, les gens, au départ, on leur avait prescrit le médicament. Ce pas tous des gens là, qui s'étaient procuré ça de manière illégale, mais vraiment des gens qui prenaient ça pour la douleur et qui deviennent accros. Et donc, ce qui est le pire dans tout ça, c'est que les opioïdes, du côté de la douleur aiguë, ça fonctionne très bien. Mais pour ce qui est de la douleur chronique, même les experts ne s'entendent pas entre eux pour dire que c'est la meilleure approche. Donc, ça cause beaucoup de dégâts. Aux États-Unis, on dit que c'est la principale cause de décès chez les adultes de moins de 50 ans. Ce n'est pas rien. Et chez nous, au Canada, on n'est pas en reste. On a le deuxième plus haut taux de consommation d'opioïdes par habitant au monde. Donc, il y a juste les États-Unis qui en consomment plus que nous. Et j'ai regardé un petit peu du côté des statistiques. Là, une personne sur 8 a reçu une ordonnance d'opioïdes en 2018. C'est 4,6 millions de personnes. Imaginez ça, c'est tout un bassin potentiel de gens qui pourraient bénéficier de nos services en naturopathie. Donc, c'est 17 Canadiens par jour qui sont hospitalisés en raison d'une intoxication aux opioïdes. C'est le chiffre de 2017. Et il y en a plus de 9 000 qui ont décédé suite d'un préjudice lié aux opioïdes. Et ça, c'était juste de la période de janvier 2016 à juin 2018, donc à peine sur 2 ans. Et c'est incroyable. C'est un vrai problème. C'est légèrement en baisse, mais ça demeure quand même des chiffres là, vraiment épouvantables en ce qui me concerne. Donc, qu'en est-il du traitement naturel de la douleur chronique? Eh bien, selon le National Institute of Health, ils disent que la douleur chronique ne peut généralement pas être guérie, mais elle peut être gérée. Donc, nonobstant qu'on parle d'approche naturelle ou d'approche pharmacologique, là, la douleur chronique, en général, il va rester un petit fond, mais on peut la gérer, on peut la rendre tolérable. Alors, il arrive qu'on n'arrive pas à la tarir complètement, on ne peut pas la faire disparaître, tout dépendamment des causes qui sont sous-jacentes. Par exemple, des cas d'arthrite, lorsque les déformations articulaires sont installées, on peut
soulager la douleur, on peut freiner la dégénérescence. Évidemment, on ne peut pas renverser le processus. Donc, dans certains cas, il va y avoir quand même un peu de douleur qui va rester. Et pour ce qui est des analgésiques naturels, bon, les suppléments et compagnie, ils peuvent évidemment aider à réduire les symptômes, mais aussi à améliorer le fonctionnement, par exemple des articulations. Et surtout, ce qu'on cherche, c'est aider la personne à vaquer à ses activités quotidiennes le plus normalement possible. Alors, la première chose qu'on va aborder, c'est vraiment la question de l'alimentation. Bon, moi, je suis en pratique clinique depuis 21 ans, donc j'ai vu toutes sortes de modes passer. Et je vous parle de mode parce que quand on parle de gluten, on se fait souvent répondre que ça, c'est la nouvelle mode. Présentement, c'est la mode de l'alimentation cétogène. Vous savez, ces alimentations-là ont apparu et ont eu une certaine popularité parce qu'ils ont aussi aidé des gens. Et le gluten, personnellement, moi, j'ai une maladie auto-immune de la thyroïdite de Hashimoto. Et la première chose que j'ai sentie quand j'ai arrêté de consommer le gluten, c'était une diminution vraiment drastique des douleurs associées au cycle menstruel. Donc, je n'avais pas arrêté dans ce but-là, j'avais arrêté pour calmer le problème auto-immune, mais au niveau de la douleur, ça a eu un impact vraiment phénoménal. Donc, c'est une des premières choses qu'il faut garder pour quelqu'un qui vit de la douleur. Qu'est-ce qui se passe au niveau du tube digestif? On en parle de plus en plus du fameux microbiote, donc toute cette population de bonnes bactéries dans notre intestin et de la connexion avec l'inflammation et notre cerveau. Et donc, on s'entend qu'au niveau de la circulation du message de la douleur, s'il y a un problème au niveau intestinal, ça va se manifester. Et en général, les maladies auto-immunes comme l'arthrite rhumatoïde trouvent leur origine dans l'intestin. Et ça, c'est logique parce qu'il y a environ 70% de notre immunité qui est située le long de notre tube digestif. Et donc, si on fragilise toujours la paroi digestive, que ce soit avec le gluten, mais aussi, par exemple, avec les produits laitiers ou des substances qui ne nous conviennent pas parce qu'on a une intolérance, eh bien là, on va se ramasser avec un intestin poreux. Il y a une petite protéine qu'on appelle la zonuline qui sert à maintenir les jonctions étroites rapprochées pour qu'on puisse seulement absorber les nutriments de la circulation sanguine. Mais lorsqu'on a une intolérance comme l'intolérance au gluten, les jonctions serrées vont rester ouvertes et là, les protéines vont s'échapper et ça va déclencher au niveau du système immunitaire toute une réaction en chaîne et qui va se manifester, bon, soit du côté des articulations, soit du côté de la thyroïde, mais très souvent, les maladies auto-immunes trouvent leur source dans leur intestin. Donc, qu'est-ce que la recherche nous dit à ce niveau-là? Il y a près d'un quart des personnes atteintes de polyarthrite rhumatoïde qui ont déclaré que l'alimentation avait un impact sur la gravité de leurs symptômes. 70% de nos cellules immunitaires, comme je le disais, se retrouvent dans notre intestin, donc ce n'est pas surprenant ce qui me concerne. Certaines conditions vont amener le système immunitaire à déclencher une réponse inflammatoire, même lorsqu'il n'y a aucun organisme étranger contre lequel se protéger. C'est le cas du gluten. Ce qui arrive, c'est que cette grosse molécule de gluten, cette grosse protéine, en fait, qui se promène dans la circulation sanguine, va être perçue par l'organisme des gens qui y sont sensibles comme un corps étranger. Et donc, le corps va vouloir réagir. Mais il y a aussi des protéines alimentaires qui ont directement un impact pro-inflammatoire. Donc, elles vont agir en activant directement les cellules nerveuses sans nécessairement passer par le système immunitaire. Donc, ces substances peuvent initier et intensifier la douleur qui était déjà présente. Donc, dans les aliments à éviter, le premier sur ma liste, c'est clairement le gluten. Bon, tout ce qui est là, c'est bien documenté. Je pensais refaire un webinaire pour parler juste du côté alimentaire de l'affaire, mais tout ce qui est substance que j'ai marqué ici, c'est bien documenté scientifiquement là, que ça peut avoir un impact et c'est via l'impact en général sur l'immunité. Donc, on a un test depuis le mois de mai chez Howard qui s'appelle My Blueprint qui permet d'aller vérifier les prédispositions au niveau de notre ADN à souffrir de certaines intolérances, comme par exemple celle au gluten, celle aux produits laitiers. Ça va nous parler de la vitesse du métabolisme de la caféine. Ça va nous parler du type d'oméga 3 qu'on devrait consommer, végétaux, animaux. Beaucoup d'informations. En fait, ça vérifie pour 84 polymorphismes ou variations génétiques différentes. Ce test-là, c'est important de comprendre, par contre, qu'il ne sert pas à diagnostiquer quoi que ce soit et non pas non plus une intolérance. Mais ça va vous parler de votre susceptibilité génétique à
être prédisposés à ces fameuses intolérances et donc ça pourrait valoir la peine si par exemple vous avez 4 marqueurs de l'intolérance au gluten présents, à ce moment-là, aller faire passer des tests plus approfondis. Et donc, ça vous parle quand même de votre susceptibilité, de votre prédisposition génétique. Au niveau des aliments privilégiés, bon, il y a été beaucoup question des oméga-3 comme aliments anti-inflammatoires, mais il n'y a pas que ça. Les bonnes huiles de manière générale, l'huile d'olive, l'avocat également, le thé vert, le chocolat noir, les noix, les graines contiennent également des bons gras. Tout ce qui est les baies, bon, tous les phytonutriments, là, les substances végétales colorées vont nous apporter beaucoup d'antioxydants, dans certains cas des substances anti-inflammatoires également. Donc, ça serait les aliments à privilégier pour une diète anti-inflammatoire. Évidemment, on commence par enlever ceux à enlever et on privilégie ensuite ceux à privilégier. Donc, comme je disais, il y a 70% de l'immunité qui se retrouve dans notre tube digestif, d'où l'importance de bien travailler la paroi intestinale. Étant donné que c'est un webinaire d'1 heure, je ne pouvais pas vous faire tout l'aspect intestinal et l'aspect douleur, mais je vous dis qu'il y a clairement un lien, et c'est mon expérience clinique également. Donc, c'est toujours une bonne idée de débuter par la paroi intestinale avec des choses comme des probiotiques. Probiotique 3 est excellent, Advanced Biotique également. La glutamine sert de nourriture aux entérocytes, donc aux cellules là, qui font la paroi de notre intestin. On a un produit IBD Relief qui est très, très bien aussi pour l'aspect gestion de la douleur dans le tube digestif, justement. Et des fibres alimentaires, toujours une bonne idée pour retenir les substances, surtout si on fait de la détox, de bien retenir le tout dans l'intestin pour que ça soit éliminé. Donc, vraiment, débuter par le système digestif, c'est toujours la meilleure option. Le deuxième point, à part les aliments donc à éviter et à privilégier, il y a toute la question du besoin en protéines. Moi, c'est un clou que je frappe à chacune de mes présentations parce que justement, ma pratique clinique me montre qu'il y a énormément de gens carencés en protéines, particulièrement les femmes. On part le matin avec une toute petite source de protéines dans notre déjeuner, des fois pas du tout. Et quand je fais un calcul là, sommaire, les femmes consomment à peu près 40 grammes de protéines par jour. Alors, les recommandations, c'est plus vers 0,75 à 1 gramme de protéines par jour là, pour une personne moyenne. Donc, imaginez si vous faites 75 kilos, ça veut dire qu'à 40 grammes, vous êtes quand même à 35 grammes de protéines en carence à tous les jours. Donc, le corps va fonctionner par priorité, mais après un moment, si vous êtes toujours carencé de manière importante en protéines, c'est sûr que vous ne pourrez plus fabriquer les neurotransmetteurs, justement, qui gèrent la douleur de manière efficace. Vous ne pourrez plus réparer vos cartilages, vous ne pourrez plus réparer votre masse osseuse. Donc, tout ça va contribuer de manière très importante à la douleur. Donc, très, très important de s'assurer que vous preniez des protéines végétales ou animales, ça c'est votre choix, mais qu'on ait suffisamment de protéines du côté alimentaire. Donc, les acides aminés, comme on le sait, donc les composantes des protéines, produisent des neurotransmetteurs, mais aussi des hormones qui vont avoir un impact au niveau de la douleur. Et on le sait, les protéines sont essentielles à la construction et à l'entretien des muscles, des os et de tous les tissus aussi dans notre corps. Donc, surtout si on a eu des opérations ou qu'on a de la chimiothérapie, de la radiothérapie, on a besoin de protéines, d'acides aminés pour réparer tout ça. Et donc, ce que les études nous disent, c'est que les personnes souffrant de douleurs chroniques et post-opératoires tendent à manger des aliments riches en sucre, en amidon ou en graisse. Il faut voir aussi l'alimentation des hôpitaux, mais bref, ça serait la tendance. Et ce qu'on a observé, c'est qu'ils consomment trop peu de protéines pour augmenter et maintenir les niveaux d'endorphines, de sérotonine et de GABA, donc ces neurotransmetteurs calmants qui vont nous aider à gérer la sensation de douleur et éventuellement, ils se mettent aussi à avoir une émaciation musculaire, donc une fonte de la masse musculaire. Et donc, c'est vraiment des recherches cliniques, vous avez les références à chacune des diapositives. Et donc, ce qu'on dit, c'est qu'une selon une estimation prudente, les patients souffrant de douleurs post-opératoires et chroniques ne peuvent empêcher une fonte musculaire importante et une déplétion des neurotransmetteurs qu'en consommant
90 à 100 grammes de protéines par jour. Alors, imaginez s'il y a des problèmes au niveau du tube digestif et qu'on est à l'hôpital, c'est très, très difficile d'arriver à consommer suffisamment de protéines pour pouvoir se réparer adéquatement. Donc, pour moi, la meilleure façon, c'est définitivement avec des suppléments de protéines. J'affectionne énormément celui qu'on a chez Aware, le Advanced Whey, qui est donc une protéine de petit lait. Évidemment, pour les végétariens, ça pourrait ne pas être acceptable. Je dirais plus pour les végans, puisque les végétariens, il y en a qui consomment aussi des produits laitiers. Mais donc, c'est une façon très efficace d'aller chercher les protéines dont on a besoin, et même à l'hôpital. Moi, c'est ce que j'ai fait après mon accouchement. J'avais apporté de la protéine de petit lait et je me faisais préparer mes trucs pour moi-même pour ne pas consommer l'alimentation de l'hôpital. Donc, 22 grammes de protéines par portion d'une cuillère. Un tout petit peu de sucre qui est naturellement présent pour favoriser l'absorption des protéines et 0,6 % de gras. Si vous êtes sur une diète cétogène, tout simplement rajouter de l'huile de coco dans votre shake, aucun problème. Un mélange d'isoleil de concentré. Ce qui est particulier de chez Aware, c'est qu'on passe par une microfiltration, il n'y a pas d'échangeur d'ions et ça nous permet de ne pas chauffer évidemment la protéine et de conserver des substances bioactives comme la lactoferrine, l'alpha-lactalbumine, qui ont un rôle très important au niveau de l'inflammation, au niveau du système immunitaire, mais aussi du transport du fer dans notre organisme. Donc, c'est vraiment pour moi, on n'est pas là dans les protéines qui servent juste à construire de la masse musculaire qu'on va retrouver dans des gammes un petit peu moins avancées, là, ou à des prix aussi un petit peu plus communs. Donc, ici, on parle vraiment d'un produit thérapeutique qui va nous aider à bien reconstruire, à avoir des acides aminés tout prêts à l'emploi et également de supporter tout l'aspect détox de notre foie, donc les précurseurs du glutathion, l'aspect détox, mais le glutathion est important aussi dans notre immunité. Donc ça, pour moi, c'est vraiment un point très important qui va nous servir aussi à nous aider à réparer la paroi du tube digestif parce qu'il y a de la vitamine naturellement présente dans le whey et donc ces facteurs-là bioactifs qui agissent sur le système immunitaire. Donc pour moi, ça, c'est un très, très, très bon point de départ. Peu importe de quel type de problème on parle, et dans le cas de la douleur, particulièrement important. Ensuite, on mentionnait les fameux neurotransmetteurs calmants, mais qui ont aussi un impact au niveau de la perception de la douleur des neurotransmetteurs, comme la sérotonine. On sait que les gens qui ont un taux de sérotonine plus bas vont avoir une perception de la douleur accrue, même exagérée. Donc, c'est pas juste que ça va affecter la conversion en mélatonine et la qualité du sommeil, mais ça va faire que les gens vont avoir plus de douleur. Par exemple, les patients qui souffrent de fibromyalgie, de manière générale, ont un taux de sérotonine plus bas. Alors, important d'aller chercher tous les cofacteurs. On a parlé des protéines. Les protéines nous donnent les acides aminés comme le tryptophane qui vont être convertis en 5-HTP, en sérotonine et en mélatonine. Mais pour ça, il faut d'abord absorber nos protéines. Ça veut dire que ça nous prend de l'acide chlorhydrique. Donc, si quelqu'un prend des médicaments antiacides, vous comprenez qu'il va avoir un problème d'absorption de la protéine. Bon, aussi des acides gras et des minéraux. Donc, imaginez quelqu'un qui vit avec des douleurs chroniques, par exemple digestives, mais qui a également des problèmes musculo-squelettiques. Eh bien là, il est vraiment mal pris s'il prend un médicament antiacide parce que vous voyez que les protéines qui pourraient aider à la reconstruction, à faire des neurotransmetteurs calmants, les acides gras qui pourraient aider à contrôler l'inflammation, les minéraux qui pourraient aussi travailler à la reconstruction, ne seront pas absorbés, même si on a l'alimentation la plus parfaite au monde et même si on prend des suppléments, parce qu'on n'a pas l'acide chlorhydrique, qui est vraiment notre étape de départ pour pouvoir bien assimiler le tout. Donc, ensuite, ce qui est très important, c'est d'avoir les B dont on a besoin pour faire ces conversions. Vous savez, le rôle des vitamines et des minéraux dans la vie, c'est d'agir comme cofacteurs enzymatiques, donc d'agir comme des petites clés qui vont aller activer les enzymes. Et les enzymes sont la vie. Les enzymes, c'est ce qui fait tous les métabolismes biochimiques dans notre corps dépendent d'enzymes. Mais les enzymes, elles, dépendent de ces clés que sont les vitamines et les minéraux. Donc, ce que vous avez dans les cases de gauche, ce sont toutes les vitamines B qui sont nécessaires à la voie de la sérotonine, mélatonine. Alors, encore une fois, si vous avez des protéines, et que vous avez de l'acide chlorhydrique et que vous avez de l'eau pour absorber tout ça, mais que vous manquez d'une des vitamines B sur la gauche, eh bien, vous n'arriverez pas à convertir
vos protéines jusqu'à faire suffisamment de sérotonine et de mélatonine. Donc, chez beaucoup de gens qui ont des problèmes de dépression chronique, par exemple, le problème est souvent au niveau de la carence en B. Donc, on peut avoir une carence franche, tout simplement parce qu'on n'en consomme pas assez. Les B viennent de l'enveloppe des céréales entières. Donc, si on est sur une diète réduite en hydrates de carbone, si on est sur une diète sans gluten, c'est possible qu'on n'a pas assez d'enveloppe de céréales pour aller chercher nos B. Et les besoins en B sont énormes parce qu'on vit beaucoup de stress, donc on a constamment besoin de fabriquer ces neurotransmetteurs calmants. On a besoin des B pour se détoxifier. On a besoin des B pour gérer tout le glucose, tout le sucre qu'on consomme. 75 kg de sucre par habitant en Amérique du Nord, c'est plus de 100 du côté des États-Unis. Donc, imaginez combien de molécules de vitamine B on a besoin pour gérer tout ce sucre, en fait. Donc, on a vraiment habituellement des manques à gagner. Moi, je le vois en pratique clinique. Les gens sont très, très, très carencés en vitamines du groupe B. Donc, des fois, on a tendance dans notre société à vouloir des pilules magiques. On va vouloir sauter au 5-HTP ou encore plus loin la mélatonine pour favoriser le sommeil, mais on ne se sera pas assuré d'avoir les protéines et d'avoir les vitamines B qui travaillent avec. Et ça, c'est problématique parce que les B, elles font plein de fonctions dans le corps. Donc, si vous prenez juste la mélatonine, vous avez peut-être réglé le problème de sommeil et l'impact que ça a sur votre douleur, mais toutes les autres fonctions des B ne seront pas comblées. Donc, je ne dis pas qu'on ne peut pas aussi donner la mélatonine, mais c'est important de travailler nos bases. Donc, c'est pour ça que je reviens régulièrement avec l'importance des protéines, l'importance des vitamines B et l'importance du magnésium parce que ces vitamines, ces minéraux très carencés sont responsables de toute une panoplie de métabolisme dans notre organisme. Donc, c'est très, très important de commencer avec les bases. L'autre point aussi, c'est qu'avec ces bases-là, peu importe si les gens prennent des médicaments pour la gestion de la douleur ou autre, il n'y a pas vraiment d'interaction, donc il n'y a pas de danger et tout le monde peut prendre ça. Donc, c'est une très, très bonne façon, c'est de mettre la nappe avant de manger. Donc, on installe ce qu'on a besoin et après, on peut aller dans des suppléments un peu plus pointus. Donc, est-ce que les vitamines B ont un impact directement au niveau analgésique? Eh bien, j'ai fait les recherches et donc une méta-analyse de la librairie Cochrane nous montre vraiment une étude de 13 études qui répondaient aux critères et ce qu'on a trouvé, c'est que les vitamines B, effectivement, agissent comme agents analgésiques. Dans chacune des 13 études, les vitamines du complexe B ont joué un rôle analgésique même en monothérapie, c'est-à-dire même si on ne les combinait pas avec des médicaments. Les vitamines du complexe B ont également une action anti-inflammatoire et antiprurigineuse, donc qui vont empêcher les gratouillis, en plus d'améliorer la fonctionnalité. Donc, imaginez déjà les B toutes seules avant même qu'on ait commencé à donner des agents anti-inflammatoires comme le curcuma, le boswellia. Déjà, les B vont avoir aussi cet impact-là. Ils vont faire aussi que l'énergie va être meilleure, le sommeil va être meilleur, il va y avoir plein d'impacts positifs au niveau des B. Donc, de quelle façon ça travaille, les vitamines B? Ils vont interagir avec les médiateurs qui vont provoquer des douleurs dans les nocicepteurs. Donc, ça va calmer tout ça. Ils vont augmenter la disponibilité et l'efficacité de la 5-HTP, comme on a vu tantôt, qui va permettre d'inhiber la sensation de douleur. Ça va permettre de régénérer les fibres nerveuses endommagées qui peuvent envoyer ce message de douleur constamment, comme on l'a vu au début par rapport à la douleur chronique. Ça va stabiliser l'excitabilité nerveuse électrique qui va inhiber ces fameuses décharges de messages de douleur et ça va permettre un meilleur transport axonal. Donc, ça augmente la vitesse de conduction nerveuse et donc de tout ce qui va permettre de calmer le système nerveux. Alors, vous avez deux options du côté des B, soit l'Advance B complexe qui est notre vitamine B classique, à 3 gélules par jour. Vous pouvez ouvrir les gélules, les mettre dans un smoothie. C'est vraiment une bonne façon de les prendre. Et on a une version plus récente qui est la vitamine B Ultra, qui, elle, est en comprimé. Donc, elle est en comprimé avec des doses un peu plus élevées, ce qui permet d'en prendre seulement 2 par jour. Et il va y avoir, par exemple, dans ce cas-ci, 3 formes de vitamine B12 qui vont être inclus dans ce B. Donc, ça va être une forme un peu plus avancée. On a rajouté aussi le PQQ, l'inositol, qui est sous une forme aussi un petit peu plus évoluée. Mais l'important, c'est que dans les deux cas, on a les vitamines B sous la bonne forme biochimique. Donc, on saute par-dessus des limitations qui pourraient nous être imposées par notre génétique et qui feraient qu'on aurait des polymorphismes
qui nous empêchent de convertir efficacement certaines vitamines du groupe B, comme par exemple l'acide folique dans sa forme bioactive qui est le 5-méthyltétrahydrofolaate. Même chose pour la B12, même chose pour la B6, et aussi dans des ratios équilibrés, c'est-à-dire que quand vous retrouvez du B50 ou du B100 sur le marché, c'est des dosages qu'on établit de manière aléatoire, c'est pas scientifique. Alors ici, on a vraiment les bonnes doses établies de manière scientifique. Donc l'important, vous allez au choix, mais c'est de prendre du complexe B. Vous savez, les B, on doit toujours les prendre en synergie. C'est pour ça qu'on commence avec le complexe B. Mais dans certains cas, on peut avoir des besoins individuels beaucoup plus élevés pour diverses raisons, problèmes d'absorption ou parce qu'on consomme un médicament qui a un impact sur certaines vitamines du groupe B. Donc, dans ce cas-ci, on pourrait, par exemple, augmenter la vitamine B12. Donc, prendre le complexe B, mais rajouter de la B12 de manière séparée. Et la science nous dit quoi? Que la B12 peut agir comme traitement de la douleur. Donc, dans les études animales, on a vu qu'on arrivait à avoir vraiment une belle régénération des nerfs, de l'inhibition des enzymes cyclooxygénases, qu'on va voir un petit peu plus loin, et d'autres voies de la signalisation de la douleur. Donc, on parle au niveau de l'inflammation. De plus, des études animales ont démontré des avantages synergiques de la vitamine B12 combinée à d'autres analgésiques. Donc, on peut très bien prendre les B. En fait, on devrait prendre les B. Ça va nous aider à mieux gérer ces médicaments pour qu'ils soient moins toxiques pour notre foie, et donc incluant les anti-inflammatoires non stéroïdiens et les opiacés. Les essais cliniques fournissent des preuves de l'efficacité de la B12 pour le traitement des lombalgies, des névralgies, et bien que les données soient encore limitées, qu'aucun schéma thérapeutique n'ait été identifié, il n'y a rien qui nous empêche de les prendre. Donc, en conclusion, la vitamine B12 peut s'avérer être un traitement intégratif d'appoint pour les états douloureux. Donc, on pourrait très bien rajouter de la B12 par-dessus le fameux complexe B. Alors, on a de la B12, on a du 5 mg en méthylcobalamin, on a du 15 mg en méthylcobalamin, où on a les trois formes de B combinées, l'hydroxycobalamine, l'adénosylcobalamine et la méthylcobalamine. Donc, pour un total de 5 mg par losange qu'on laisse dissoudre sous la langue. Donc, c'est une belle façon d'aller chercher des doses un peu plus élevées de vitamine B12. Ensuite, on a abordé déjà un peu le discours sur l'aspect du 5-HTP, le 5-hydroxytryptophane, qui est un précurseur de la sérotonine cliniquement efficace pour la gestion de la douleur. Alors, le 5-HTP, on peut le donner plutôt que de donner, par exemple, un antidépresseur si l'antidépresseur ne vise qu'à contrôler la douleur. On devrait d'abord commencer par essayer le 5-HTP, évidemment combiné avec les B, comme on a vu tantôt, pour que ça fasse le travail. Le 5-HTP est très bien absorbé par voie orale, il y en a environ 70% qui va se retrouver dans la circulation sanguine, et il arrive à passer la barrière hémato-encéphalée. Donc, pourquoi on ne donne pas par exemple, la sérotonine finie, c'est que la sérotonine ne peut pas passer la barrière hémato-encéphalique. Donc, on monte le 5-HTP avec les cofacteurs, les vitamines B, et le corps va fabriquer où il doit la sérotonine. La 5-HTP, c'est très efficace dans le traitement d'affections, bon, dépression, fibromyalgie, crise de boulimie, maux de tête chronique, insomnie, etc., etc. Il y a beaucoup de belles applications 5-HTP. Sa limite, c'est qu'il faut le prendre le soir parce que le 5-HTP, vous vous rappelez, s'en va vers la mélatonine. Donc, ça peut créer un sentiment de s'endormir. Donc, une étude en double aveugle du 5-HTP versus placebo dans le traitement du syndrome de fibromyalgie primaire. Donc, on a fait une étude sur 50 patientes qui étaient atteintes de fibromyalgie. On a vu que tous les paramètres cliniques ont été significativement améliorés par le traitement au 5-HTP et seuls des effets secondaires légers et transitoires ont été rapportés. Donc là, vous voyez des gens qui ne prenaient que le 5-HTP comme traitement. On pourrait potentialiser ça en donnant des antioxydants, en donnant un paquet d'autres choses, mais ça, c'est les études qui sont faites juste avec le 5-HTP. Donc, le 5-HTP provient du Griffonia cinquicifolia, qui est une plante. Et donc, vous avez dans la bouteille 90 végicapsules de 50 mg. Et ça vient aussi en version extra forte à 100 mg par capsule. On peut commencer par le 50 et aller progressivement. Il y a des interactions avec les médicaments qui travaillent également sur la voie de la sérotonine, donc certains types d'antidépresseurs. Alors, c'est bon de consulter, de valider dans ce cas-là. Mais le 5-HTP est certainement une des belles options dans le traitement de la douleur, combiné encore une fois avec les vitamines B
et je dirais même avec le magnésium qu'on va voir un peu plus loin. Le SAMI est aussi très intéressant. Le SAMI est fabriqué naturellement dans le corps via la méthylation, mais on peut le fabriquer aussi en laboratoire. Et son rôle, c'est d'agir comme donneur de méthyle notamment. Et il a des belles applications dans les cas de dépression. En Europe, par exemple, depuis 1975, c'est un médicament prescrit. Nous, on l'a dans les suppléments. En Europe, ça prend une prescription pour avoir le SAMI. Et c'est un petit peu cocasse, c'est qu'en donnant le SAMI pour la dépression, on s'est rendu compte que les gens avaient des belles améliorations du côté de l'arthrose, notamment de l'arthrose du genou, donc du côté douleur également. Alors ça peut être intéressant. Donc, on sait aussi que lorsque le taux de SAMI est inférieur au niveau sanguin, il y a plus de dépression, de dégénérescence des cartilages et de troubles hépatiques chroniques. Et on dit que la carence en méthionine, donc un acide aminé, en acide folique ou en B12, va affecter la production de SAMI par l'organisme parce qu'à ce moment-là, évidemment, c'est lui qui va devoir donner ses ions méthyl. Donc, encore une fois, commencer par le complexe B et rajouter éventuellement le SAMI. Je commencerai peut-être avec le 5-HTP, question de coût. Le SAMI est une option très intéressante pour les gens aussi qui avaient des dépressions, qui ne répondaient pas à d'autres choses. Des fois, le SAMI est la clé. Donc, SAMI, au niveau des études, exerce des effets anti-inflammatoires et analgésiques. Dans plusieurs études, on a des études, là, on en a sur 22 000 personnes. Le SAMI était aussi efficace que les anti-inflammatoires non stéroïdiens pour soulager la douleur associée à l'arthrose. Dans 8 études, donc dans une méta-analyse qui comparait le SAMI aux INS, on a vu une efficacité équivalente sur la principale mesure des résultats des symptômes de douleur. Et dans 3/4 des études qui impliquaient des patients atteints de fibromyalgie, le SAMI, dans des doses de 200 à 800 mg par jour, a significativement amélioré la douleur par rapport au placebo. Et il y a également amélioré les symptômes de dépression, puisqu'on le sait, c'est un agent antidépresseur très intéressant. Donc, SAMI, des fois, un supplément auquel on ne pense pas toujours, mais qui est très bien documenté, vous voyez, plus de 22 000 personnes et efficacité comparable aux anti-inflammatoires non stéroïdiens et sans avoir l'impact négatif des anti-inflammatoires. Et si on a un patient qui est à la fois en douleur et à la fois déprimé, eh bien, on joue sur les deux tableaux. Donc, ça peut être une très, très belle option à retenir. Donc, ce qu'on a ici, c'est du 30 comprimés. On parle de 2 à 3 comprimés par jour. C'est un traitement qui peut être un petit peu plus coûteux. C'est pour ça que je vous dis que ça peut être intéressant de débuter par le 5-HTP. Et si ça ne donne pas le résultat, à ce moment-là, d'essayer de donner une chance au SAMI, mais il faut compter 4 semaines pour avoir un effet sur l'arthrose. Je dirais que 2 comprimés par jour, là, c'est une dose moyenne pour la plupart des gens. Donc, ça pourrait qu'on ait besoin là, de prendre 2 boîtes avant de vraiment sentir un effet. On peut commencer progressivement à sentir, mais ne pas abandonner le produit trop rapidement, en fait. Le magnésium, eh bien, j'en ai déjà parlé quand on a parlé de la voie de la sérotonine. Pour moi, le magnésium, c'est vraiment un facteur très, très, très important. Vraiment, on le sait, le magnésium est impliqué dans plus de 300 réactions biochimiques. Et ce qui est dommage, c'est que les gens sont souvent sous cette impression qu'ils n'ont pas de carence de magnésium parce qu'ils ont fait une prise de sang. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau sanguin, il y a juste 1% du magnésium qui se retrouve. Donc, ça ne représente pas ce qui se passe au niveau musculaire, au niveau osseux, au niveau du système nerveux. Donc, il y a quand même près de 75% ou environ 75% des gens qui sont carencés en magnésium quand on fait les bons tests. Donc, je dirais que c'est un autre supplément avec le complexe B qu'on ne doit pas hésiter à recommander ou à utiliser si c'est pour soi. Et encore une fois, impliqué dans 300 réactions biochimiques, un autre qui va beaucoup souffrir de la consommation de sucre, ça prend 40 molécules de magnésium pour gérer une molécule de glucose. Donc, imaginez à quel point on peut être carencé. Et souvent, la fatigue est associée, les crampes et tout, en fait, à la carence en magnésium, les sauts d'humeur aussi, douleurs menstruelles. Donc, il y a beaucoup de choses, des tensions de la nuque, certaines migraines, plein d'affaires qui vont bien réagir au magnésium. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Au niveau des études cliniques, encore une fois, les gens qui souffrent de migraines, en général, ont un taux de magnésium moins élevé quand on fait les bons tests. Et il y aurait également plus de carence en magnésium ou d'hypomagnésémie chez les femmes qui souffrent de migraines avec menstruation que chez les hommes. Donc, bon supplément à essayer.
Et bon, le magnésium agit via différents mécanismes d'action, mais au niveau de la douleur, une des manières dont il va agir, c'est qu'il va empêcher l'entrée du calcium à l'intérieur des neurones. Donc, vous savez que l'influx nerveux est transmis via le calcium dans notre système nerveux. Et donc, le magnésium va bloquer la surexcitation des neurones ou des cellules nerveuses qui va survenir, par exemple, avec un excès d'exposition à nos écrans cathodiques et à nos cellulaires et tout ça. Donc, ça va bloquer l'excès de calcium, donc l'excès d'influx nerveux à l'intérieur de nos cellules. C'est un des mécanismes d'action du magnésium. On a plein de formules de magnésium chez Aware, mais celle pour la douleur que j'aurais tendance à choisir ou à privilégier serait le Magmanate Renew, parce que vous allez retrouver votre magnésium alimentaire à 100 mg, comme la majorité des produits qu'on a, mais vous allez avoir en plus de l'acide malique élémentaire à l'intérieur. Et l'acide malique agit au niveau de la production énergétique dans la mitochondrie, dans nos cellules, et a des effets aussi au niveau de la douleur. Donc, tant qu'à prendre un magnésium, aussi bien en prendre un qui va nous apporter aussi un élément qui va nous servir au niveau de la douleur. J'aurais pu prendre le glycinate parce que la glycine travaille au niveau de la détox, est un précurseur du GABA, donc côté calmant. J'aurais pu prendre le magnésium synergie, qui est celui en poudre qu'on peut mettre dans notre bouteille d'eau, parce qu'encore là, il y a de la glycine, il y a de la taurine, donc des acides aminés soufrés à l'intérieur qui vont agir au niveau de la détox, au niveau de la reconstruction. Bref, j'aurais pu prendre n'importe quel magnésium, mais celui avec acide malique est intéressant parce que vous voyez dans une étude, dans 2 études en fait, on a réussi à réduire les douleurs myalgiques avec des doses uniquement d'acide malique ou d'acide malique combiné avec du magnésium. Et l'acide malique agit également comme chélateur d'aluminium. Donc des fois, les syndromes de jambes impatientes, par exemple, sont reliés à des dépôts de métaux lourds. Donc ça pourrait avoir un effet additionnel. Bon, le curcuma, malgré qu'on en parle depuis des années, il y a encore, je pense, beaucoup d'incompréhension. Et vous avez le document, en passant, je ne l'ai pas dit au début, mais si vous regardez dans votre écran, vous voyez un endroit où vous pouvez télécharger le document PDF de la présentation ce soir. Sophie l'a aussi, moi je l'ai évidemment. Vous pouvez nous envoyer des courriels si vous n'êtes pas arrivé à la télécharger. Et donc, ce qu'on doit retenir par rapport au curcuma, c'est que le curcuma est une plante extraordinaire, très, très bien documentée. Le principe actif le mieux connu, c'est la curcumine. Ce n'est pas le seul. Comme vous voyez, il y a 3 types de curcuminoïdes différents, mais il y a au moins une centaine de principes actifs à l'intérieur du curcuma. Et c'est pour ça qu'il a tellement d'effets thérapeutiques allant de la protection du système nerveux à la réduction de l'inflammation, l'émission des hormones. Alors, vous avez, bon, malheureusement, mon tableau est en anglais, mais je pense que c'est quand même assez clair, l'étendue des bienfaits de la curcumine, la principale molécule active. Donc, curcuma, curcumine et arthrite articulaire, bon, il y en a beaucoup d'études, j'ai sorti celle-là parce que c'était une méta-analyse donc qui comportait 8 études et ce que ces études contrôlées nous démontrent, c'est que le curcuma est efficace à environ 1000 mg par jour de curcumine dans le traitement de l'arthrite. Alors la curcumine, c'est un principe actif et ce qu'on voit par exemple ici, c'est que dans le curcuma, dans la racine qu'on met en poudre, il y a seulement 2 à 6 % de curcumine, donc de ce petit principe actif. Et vous voyez que dans l'étude, on avait 1000 mg de ce petit principe actif. Le problème, c'est que le corps élimine très, très, très rapidement la curcumine. Donc, elle est mal absorbée et elle est rapidement conjuguée, c'est-à-dire qu'elle va passer dans notre foie et le foie va mettre une substance avec pour la neutraliser dans ce processus qu'on appelle la conjugaison, donc ou la glucuronidation. Alors, la curcumine, il n'y en a pas beaucoup et elle est mal absorbée. Donc, ce qu'on dit, c'est que l'ingestion de curcumine seule n'entraîne pas les bienfaits pour la santé associés en raison de sa faible biodisponibilité qui semble être principalement due à une mauvaise absorption, un métabolisme très rapide et une élimination également qui est très rapide. Donc, il faut trouver des moyens de pouvoir aller chercher cette curcumine. Et donc, la curcumine, comme je vous dis, existe sous 2 formes. Elle est sous sa forme libre, c'est-à-dire avant qu'elle ait passé par le métabolisme du foie, ou elle est sous la forme conjuguée. Ça veut dire que le foie l'a combinée avec un métabolite pour la rendre neutre, pour qu'on puisse maintenant l'éliminer sans que ça ait d'impact sur notre corps. Parce que
c'est une molécule étrangère, donc le corps fait son travail de neutralisation. Alors, dans beaucoup d'études sur beaucoup de produits, ce qu'on va vous montrer, c'est de la curcumine conjuguée, donc qui n'a plus d'efficacité thérapeutique. La seule curcumine qui a un impact thérapeutique considérable et valable, c'est la curcumine libre. Et pour ça, il faut trouver des mécanismes d'encapsulation et de livraison très spécifiques pour que ça fasse le travail, pour que la curcumine, en fait, ne soit pas éliminée trop rapidement par le foie, qu'elle soit bien absorbée, qu'elle puisse se rendre à son site d'action. Alors encore là, comme pour le magnésium, on a beaucoup de formules chez Aware. La plus récente et la plus efficace, selon moi, est le curcumin ultra. Par contre, le curcumin ultra, c'est dans une gélule. Donc, si quelqu'un ne voudrait vraiment pas de gélatine animale, on pourrait y aller avec le curcumin actif. Je contient donc le curcumin longue vida, qui est une autre option super intéressante. Mais le curcumin ultra, sa particularité, c'est d'agir pendant 24 heures. Maintenant, si quelqu'un a de la douleur très importante, ça se peut qu'une gélule par 24 heures, ce ne soit pas suffisant. Il va y avoir encore des traces de curcumine, mais peut-être plus assez pour contrôler la douleur. Alors, ça pourrait être 2, ça pourrait aller jusqu'à 3. Au-delà de 3, c'est mieux de changer pour le Boswellia, c'est qu'on n'est pas sur les bonnes voies de la douleur, tout simplement. Mais sinon, le curcumin ultra fonctionne très bien. C'est un produit exclusif à Aware et ce qu'on a, c'est 2 produits brevetés, le curcufène et le turmacin, qui sont combinés ensemble. Alors, sans rentrer dans trop de détails, parce que vous avez la formation, mais quand même pour vous expliquer, c'est qu'on a 2 types de curcuma à l'intérieur. On a de la curcumine libre, des petites molécules de curcumine micronisées très, très, très fines, qu'on voit dans la première partie du diagramme. Et c'est enrobé de fibres de fenugrec. Le fenugrec va servir à camoufler la curcumine pour qu'elle puisse rentrer dans le foie sans se faire détecter et se faire métaboliser. Et ensuite, il va s'adhérer le long de la paroi digestive et va agir comme une espèce de mécanisme à libération graduelle, si on veut. Et c'est ça qui va permettre que la curcumine va être relâchée pendant 24 heures. Donc, il y a deux formes de curcumine. Il y a également le petit complexe soluble composé fenugrec curcumine et la curcumine libre. Donc, les deux vont agir à des moments différents, ce qui fait qu'on a une forme très rapide qui va agir à l'intérieur de la première heure. Moi, je la sens à l'intérieur de 20 minutes. Et ça va durer comme ça pendant pratiquement 24 heures, mais évidemment, la demi-vie va faire qu'il y en a de moins en moins, le plus on avance dans le temps. Donc, je vous donne ici une comparaison de différentes formes de curcumine et le but n'est pas de vous dire que les autres ne sont pas bons, mais de vous montrer la réalité au niveau du pourcentage d'absorption. Donc, on voit vraiment la supériorité du curcufène. Ensuite, comme je vous disais, c'est 2 molécules brevetées mises ensemble. Donc, on a le curcufène et le turmacin. Et le turmacin, lui, va fournir les polysaccharides hydrosolubles de curcuma qui vont venir entourer le complexe curcumine-fenugrec et donc avoir son propre mécanisme d'action. Et ce qu'il va faire aussi, c'est d'agir de manière anti-inflammatoire un peu plus agressivement, mais aussi il va rendre le tout plus hydrosoluble. Donc, dans les études, bon, j'en avais plusieurs, mais j'ai vraiment sorti ce qu'il y avait au niveau de la douleur. Et là, vous voyez qu'on a comparé le turmacin à d'autres produits avec une diminution de l'échelle de la douleur là, beaucoup plus rapide et qui perdurait aussi après l'arrêt du produit. Ensuite, comme je vous disais, si le curcuma ne fonctionne pas ou si, par exemple, vous prenez des médicaments éclaircissants sanguins, il pourrait arriver que vous ayez besoin d'une autre plante que le curcuma, puisque le curcuma serait contre-indiqué. Le Boswellia, dans ce cas, fonctionne également très, très, très bien. Le Boswellia, c'est une plante bien connue ailleurs, entre autres en Europe. Les Allemands l'utilisent énormément et ça fait partie des 3 suppléments les plus recommandés dans les cas de maladies inflammatoires de l'intestin. Les principes actifs sont les acides boswelliques et le produit qu'on a est standardisé à 40% d'acide boswellique. Le Boswellia a naturellement des propriétés antimicrobiennes, mais on le connaît bien au niveau du soulagement de l'arthrose et de l'arthrite. Donc, encore là, si vous avez un patient ou c'est pour vous-même qui a des douleurs arthritiques et des troubles au niveau de la digestion, le Boswellia va être particulièrement intéressant, je dirais plus que le curcuma au niveau des troubles, des maladies inflammatoires de l'intestin. Mais
également pour tout type d'inflammation, le Boswellia va être intéressant. Il agit par différents mécanismes d'action, notamment en éliminant une enzyme impliquée dans la production d'inflammation, la cyclooxygénase, et également, ça va empêcher la dégradation des glycosaminoglycanes. Ça, c'est ce qu'on a dans nos articulations où se dépose le glucosamine. Ça a un effet analgésique. Et ce qui est intéressant aussi du Boswellia, c'est que l'effet positif va perdurer même au-delà de l'arrêt du traitement. Donc, si, encore une fois, les douleurs chroniques sont situées surtout dans l'intestin, on a des belles études cliniques là, qui nous montrent des rémissions, qui nous montrent pas juste du soulagement, mais vraiment des effets très intéressants. On regardait, par exemple, si au niveau de la colite ulcéreuse avancée, c'est quelque chose de très douloureux et très difficile à traiter. 350 mg de Boswellia 3 fois par jour, donc des améliorations à tous les niveaux, au niveau des selles, l'examen microscopique de la paroi intestinale et les tests de marqueurs sanguins d'inflammation également ont été favorablement modifiés. Et donc, 82% des patients supplémentaires de Boswellia sont rentrés en rémission. Comme je dis, le colite ulcéreuse avancée, c'est quand même un défi, là. Donc, et les patients qui prenaient le médicament courant, là, la sulfasalazine, eux ont eu une réduction de 75%. Donc, l'efficacité du Boswellia est supérieure, évidemment sans les effets secondaires du médicament. Et il y a une étude ultérieure qui avait fourni des résultats encore plus impressionnants. On avait seulement 40% de réduction au niveau des gens qui avaient le médicament. Alors, le produit, on en a deux. On a le Maxibuzz dans la gamme traditionnelle ayurvédique ou celui-ci que j'aime bien parce qu'il a été soumis à un procédé d'émulsion particulier. Donc, vous voyez que ce sont des gélules remplies de liquide, ce qui va faire qu'il va être très doux pour le tube digestif parce que des fois, il peut y avoir un petit inconfort gastrique avec la prise de Boswellia, mais sous cette forme qu'on a, c'est non seulement plus doux, mais aussi évidemment mieux absorbé, la biodisponibilité est accrue et c'est vraiment un produit donc avec une dose thérapeutique de 333 mg standardisé à 40% d'acide boswellique. Là, je vais voir où on en est. Tout le monde est encore avec moi. Good. Alors, on dépasse un petit peu le temps. J'espère qu'on continue l'enregistrement. Donc, si jamais il y a quelque chose, vous pourrez me faire signe, mais moi, je continue de mon côté. Donc, s'il y en a qui doivent quitter, ben, vous avez accès, comme je le disais tout à l'heure, aux documents écrits. Donc, petit nouveau-né chez Aware, le PEA. Qu'est-ce que c'est le PEA? Attendez, je suis partie du mauvais côté. C'est le palmitoylétanolamide. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle PEA, évidemment. C'est un endocannabinoïde, mais qui ne contient pas de cannabis. Donc, c'est un acide gras, un amide d'acide gras à longue chaîne. Donc, aucun cannabis à l'intérieur de ça. C'est une substance qui est produite naturellement par le corps, par nos cellules, suite à des blessures, à des stress physiques ou à des douleurs. Pensez un petit peu cortisol, c'est le même principe. Lorsqu'il y a une agression, le corps fabrique du cortisol pour se défendre, mais éventuellement, on peut en manquer. Si l'agression se poursuit dans le temps, eh bien, c'est la même chose avec le PEA. Donc, on a trouvé moyen d'en fabriquer en laboratoire. Donc, le produit est nouveau chez nous, chez Aware, mais il existe depuis 80 ans. Il y a une dame qui a obtenu un prix Nobel qui a travaillé là-dessus. C'est beaucoup les Italiens qui ont étudié cette substance. Et donc, dans la recherche d'avoir peut-être éventuellement des produits à base de cannabis, on est tombé là-dessus et on a dit, mon Dieu, quel produit intéressant, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Et donc, c'est une très, très belle alternative au cannabis, mais en même temps, toutes les affections qui pourraient bénéficier du cannabis vont bénéficier du PEA. Alors, le PEA joue un rôle crucial dans le système endocannabinoïde, mais il ne s'attache pas directement aux récepteurs endocannabinoïdes, contrairement, par exemple, au principe actif du cannabis. Il va agir par un effet qu'on appelle d'entourage, donc il va réguler le réseau de communication du système endocannabinoïde et il va moduler son effet aussi. Donc, on parle d'un effet régulateur qui va se faire peut-être à un petit peu plus long terme.
Donc, comparativement, par exemple, à la curcumine ou au boswellia, l'effet ne sera pas aussi instantané au niveau de la modulation de la douleur. Mais si quelqu'un a, par exemple, une douleur chronique, ça va devenir très intéressant d'aller travailler sur cette trame de fond qui transporte le message parce que, justement, ça va aider à normaliser le signal de la douleur. Mais ça peut être intéressant. Il y a quelques études au niveau des enfants autistes, par exemple, neuroprotection, donc empêcher la dégénération du côté de l'Alzheimer et compagnie. Donc, encore une fois, une molécule qui a différentes applications, qui a des propriétés anti-inflammatoires, neuroprotectrices, analgésiques également, donc bien documentées scientifiquement. L'effet entourage, on en a parlé. Et donc, vous pouvez avoir le produit tout seul qui s'appelle le PEA Activate. Mais comme on faisait une présentation sur la douleur ce soir, j'ai préféré vous parler du PEA Pain Relief. Donc, parce que dans celui-là, on a les belles propriétés de régulation du système endocannabinoïde. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a rajouté à l'intérieur des plantes qui vont avoir un impact anti-inflammatoire, analgésique, pour avoir également l'action rapide. Donc, celui-là agit très, très, très rapidement, mais va agir aussi en régulant avec le PA, la trame d'endocannabinoïdes. Donc, on a rajouté le boswellia à l'intérieur, la quercétine, parce que l'impact sur les mastocytes, la libération d'histamine va créer aussi de l'inflammation et peut participer à la sensation de douleur. Il y a un petit peu de magnésium, évidemment. Moi, j'irai avec des doses un peu plus substantielles, donc on peut le prendre à part. On a le 150 mg de PEA, qui est de source italienne micronisée. Et on a un produit breveté très, très, très intéressant qui est nouveau chez nous aussi, le Univestin, qui est un mélange de scutellaire et de catéchou. Et vous allez voir, on a des études sur ce produit. Il y a même son propre site web, univestin.com, vous pouvez aller voir. Mais il y a 15 études de clinique humaine qui nous montrent que ce produit breveté a un impact au niveau de la douleur, de la raideur articulaire, de la mobilité également, et il va protéger contre la dégradation du cartilage en supprimant la perte de collagène des articulations. Il n'y a rien qui vous empêche de le combiner aussi avec collagène. On a collagène Ravive, on a un nouveau produit de collagène chez Aware. Bref, toutes ces options sont intéressantes, mais il fallait que j'essaie de rentrer ça dans une heure et déjà, j'y arrive à peine. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'en combinant ces deux voies-là, ces deux plantes-là, pardon, on a vraiment un impact sur les deux voies principales d'inflammation que sont la cyclooxygénase, donc cette enzyme qui agit sur un type d'inflammation, et la lipoxygénase qui agit de l'autre côté. Et il n'y a pas d'effet secondaire à ces plantes, donc elles conviennent à une utilisation à long terme. Vous savez, quand on parle de ça, c'est parce que si on pense à griffe de chat, griffe du diable, c'est des plantes qui, oui, peuvent donner un effet anti-inflammatoire rapidement, mais elles ont un impact au niveau de la minéralisation parce qu'elles ont une action diurétique. Donc, sur le long terme, c'est moins intéressant. Mais Univestin n'a pas ce problème-là. Alors, comme vous voyez, ça agit dans les deux voies de l'inflammation et ça va réguler le système endocannabinoïde. Donc, une très, très belle combinaison et même si c'est nouveau, qui travaille bien. Dernièrement, bien évidemment, les adaptogènes, parce que dès qu'on parle de douleurs chroniques, dès qu'on parle d'inflammation chronique, on sait que ça va avoir un impact négatif sur nos glandes surrénales. Et donc, il y a différents produits. C'est sûr qu'on aime bien l'ortho-adapt pour les surrénales chez Aware. Mais étant donné que l'ashwagandha est documentée pour son action, bon, aussi antivirale, mais également anti-inflammatoire, anti-arthritique, je trouvais qu'on faisait une pierre deux coups. Mais si vous aimez déjà l'ortho-adapt, vous pouvez continuer avec celui-là. Ça pourrait être le maca, ça pourrait être le rhodiola, ça pourrait être Relax and Recharge, qui est une belle combinaison de rhodiola avec ashwagandha, qui est un produit que j'aime beaucoup aussi. Mais donc, pour simplifier la recherche d'études cliniques aussi, l'ashwagandha, c'était plus facile. Donc, il y a au moins 35 principes actifs différents d'identifier. En général, on le standardise en witanolide. Donc, c'est un agent anti-inflammatoire et anti-arthritique bien connu. Toutes ses propriétés adaptogènes sont super bien documentées. On le sait, hein, ça vient de l'Ayurveda, donc d'au moins 4000 ans. Et l'ashwagandha a un effet qui est plus mimétique du GABA. Donc, encore là, les gens pour qui le 5-HTP ne donne pas de résultat, le problème n'est peut-être pas du côté de la voie de la sérotonine, il est peut-être du côté du GABA. Et donc, dans ce cas-là, l'ashwagandha pourrait être un choix très intéressant qui va agir donc en calmant
mais aussi en supportant la question de la douleur et de nos glandes surrénales. Donc, encore une fois, j'ai été chercher ce qu'on pouvait trouver au niveau de la littérature scientifique et ce qu'on a trouvé avec l'ashwagandha, quand même une comparaison entre un placebo 125 mg et 250 mg, c'est que la dose de 250 mg procurait plus d'effets plus rapidement et que c'était facilement comparable aux médicaments de synthèse et que quand on prenait la dose de 250 mg, on n'avait pas besoin d'avoir recours au paracétamol là, pour compenser. Donc, ça veut dire que le Witania a vraiment un effet analgésique et anti-inflammatoire. Et ce qui est bien aussi, c'est que ça a été très bien toléré. Quelques petits inconforts gastro, personne n'a eu besoin d'abandonner l'étude clinique. Donc, encore une fois, une belle option qui a un impact et sur nos surrénales et sur le côté calmant, donc qui va aider au niveau de la gestion de la dépression qui peut être associée à la douleur chronique et qui va supporter nos glandes surrénales. Alors, pour que ça fonctionne bien, évidemment, il faut aller dans des doses thérapeutiques. On a du 600 mg chez AOR, donc c'est vraiment une très haute dose. Vous avez vu que l'étude faisait du 250 à 2-3 fois par jour, mais si vous avez carrément du 600 mg, et c'est une bouteille de 120. Donc, encore là, faire attention quand vous comparez les prix, parce que le prix peut sembler plus élevé, mais si vous regardez combien de milligrammes vous avez d'un extrait standardisé avec 120 VG capsules, ben vous allez voir que c'est quand même un très, très, très bon rapport qualité-prix. L'ashwagandha a aussi des belles propriétés au niveau du système immunitaire, donc ça peut être intéressant. Alors, écoutez, comme je vous dis, il y a plein d'autres options. Vous allez dire comment ça qu'elle n'a pas parlé de la vitamine D, comment ça qu'elle n'a pas parlé de l'inflammation relief, qui est une combinaison de curcuma et de boswellia, de collagène, d'acide hyaluronique, qui est un autre produit que j'aime beaucoup. Eh bien, écoutez, c'est une question de temps, mais je vous ai mis quelques autres pistes à explorer. Et ça, c'est la liste des suppléments qu'on a couverts aujourd'hui. Donc, quand même, plusieurs options qui ratissent autant du côté du système nerveux que des surrénales que du côté osseux. Donc là, je ne sais pas, j'espère que je n'ai pas été coupée. Laissez-moi vérifier. People can hear me. Et je vois que vous êtes encore plusieurs à être là. Ça me fait plaisir de vous voir. Geneviève, Annick, Annabelle, super, très, très contente de votre présence. Donc, est-ce que vous m'avez envoyé des questions? Je vais voir si je peux ouvrir les micros de tout le monde pour que, si vous avez des questions, pour qu'on puisse les faire. Laissez-moi voir. Comment je peux ouvrir vos micros au Kentuck? Bon, comment je fais ça? Bon, contrôle, yes. Bon, là, vous pouvez ouvrir vos micros. Il faut vous-même, à ce moment-là, je pense, aller cliquer sur le petit microphone. Bonsoir, Chantal. Peut-être, est-ce que de mon côté? Bon, je vois qu'il n'y avait pas de questions par. Oups. Est-ce que quelqu'un pourrait tester le son? Est-ce que quelqu'un peut me parler? Est-ce que quelqu'un peut me parler? Everyone, view everyone. Je pense que j'entends. Est-ce qu'on peut essayer ça encore? Bonjour. Yes. OK. Alors, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que tout le monde a réussi à télécharger le document qu'on voit là, qui s'appelle Webinaire douleur février? Est-ce que vous avez réussi à télécharger le document? Si vous ne voulez pas me parler, vous pouvez m'écrire. J'ai le petit tableau. Bon. Vous n'avez pas de questions? Est-ce que vous avez des commentaires? Est-ce que vous avez appris des choses? Est-ce que des nouvelles substances qui vous intéressent? Est-ce que je peux vous aider avec des recommandations? Ça fait 1 heure que je vous parle, j'aimerais ça vous entendre. OK. OK. Est-ce que quelqu'un d'autre peut me parler juste pour que qu'on me confirme que les micros sont bien ouverts et que ce n'est pas que vous avez des problèmes techniques? Allô, allô?
Pourquoi Voilà. J'ai juste... OK. Est-ce qu'il y a juste une personne qui peut me parler? Est-ce que j'ai d'autres mondes? Est-ce que j'ai d'autres mondes? C'était-tu Annie qui parlait? Oui. Y a-t-il d'autres mondes qui peuvent me parler juste pour me confirmer que Oui, moi j'entends bien. Je suis là aussi. Marie-André? Oui. Oh, super. Donc, il n'y a pas de questions? Vous avez tout compris? Non, Un petit peu soutenu. pour ma part, il y a beaucoup d'informations. J'aimerais bien relire les slides et puis avoir la possibilité de poser des questions après, parce que là, il y a énormément d'informations. Puis c'est ça. Je voudrais d'abord intégrer, puis voir après pour des questions plus pertinentes. Excellent. Vous avez réussi à télécharger le document? Oui, ben je l'ai sur le fond de mon ordinateur. Oui, oui. OK. Donc, ben là, c'est que ça, c'est le mien. C'est-à-dire que quand je vais éteindre, vous allez peut-être plus le voir, mais si vous regardez, là, il y a un petit icône rouge où c'est écrit Handout. Il y a un petit icône rouge et vous pouvez carrément télécharger le document. Si jamais ça vous pose problème, simplement m'écrire ou écrire à Sophie et puis on va vous l'envoyer à ce moment-là sans problème. Donc, vous pourrez faire ça. Vous pourrez, d'ici quelques jours, l'enregistrement, si tout s'est bien passé, sera disponible aussi. Donc, vous pourrez le réécouter peut-être à votre rythme ou par tronçon de quelques minutes. J'ai ce défaut de vouloir vous passer 21 ans de pratique clinique en 1 heure. Oui, ça fait beaucoup d'infos. Mais vite, enfin rapidement, si tu pourrais donner quelques différenciations par rapport à la B12, B12 complète, tu sais, où il y a les 3 B, l'hydrocobalamine et puis l'adénosicobalamin. Quelles sont les forces en fait, c'est que la forme méthylcobalamine est la forme biologiquement active. C'est-à-dire que les autres formes de B12 vont arriver éventuellement à la méthylcobalamine. Il y a des gens, quand on a fait par exemple le test génétique MyBlueprint qu'on a vu, qui ont un polymorphisme, donc une variation génétique sur une enzyme qu'on appelle la COMT. Et dans ces gens-là, parfois, si on leur donne trop de B12, ça peut avoir un léger effet d'excitation. Et donc, pour ces gens, c'est préférable d'avoir les autres formes de B pour que la méthylcobalamine arrive moins rapidement si on veut. Donc, il va y avoir des étapes de transformation. Chacune des B performe des fonctions qui lui sont propres. Donc, ça peut être un plus de l'avoir sous les 3 formes, mais ultimement, il faut savoir que ça s'en va quand même sous la forme méthylcobalamine. D'accord. Donc, moi, j'ai toujours aimé la méthylcobalamine. J'ai tendance à travailler des doses assez élevées de méthylcobalamine et j'ai très rarement, et je peux vous dire que j'en ai donné beaucoup de complexe B de méthylcobalamine dans ma vie, et j'ai très rarement cet effet d'excitation, mais pour certaines personnes qui ont fait particulièrement le test et qui ont lu là-dessus, bien, il y avait un besoin d'avoir les autres formes. Mais vous pouvez très bien déjà commencer par le complexe B. Le complexe B régulier contient la méthyle. Le ultra contient en contient 2 formes, en fait. Et donc, non, il contient les 3 formes, pardon. Et donc, là, vous verrez si vous avez besoin de rajouter un peu plus de B12. Par exemple, les végétariens, les gens qui ont de l'inflammation au niveau digestif, ils ont des problèmes avec la B12. Donc, ça peut être approprié de rajouter et d'y aller avec la méthyle, et si ça ne vous convient pas, y aller avec les 3 formes ou y aller tout simplement directement avec les 3 formes. D'accord. Merci Chantal-Anne. Bienvenue. Est-ce que j'ai d'autres questions? Le PEA, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez hâte d'intégrer? PEA, à part ça, curcumin ultra, est-ce que c'est un peu plus clair la question de la curcumine? Parce que il y a 2 ans, là, on a fait beaucoup de tournées à parler énormément de la curcumine. J'étais sous cette impression que tout le monde comprenait l'importance de la curcumine libre. C'est pas ça qu'on voit dans les magasins. Et donc, j'ai eu dernièrement, je ne sais pas s'il y a une nouvelle compagnie qui avait sorti autre chose, mais une recrudescence des questions concernant la curcumine. Donc, je ne sais pas si c'est un petit peu plus clair, là. Je voulais comme un peu
partager ça. Je voulais aussi bien vous équiper au niveau des recherches cliniques. Donc, les recherches que j'ai citées sont les plus récentes. On en avait des un peu moins récentes. J'ai vraiment refait le tour des recherches là, depuis le MED et tout pour sortir les recherches les plus à jour possibles pour que vous soyez bien équipés aussi si vous recommandez les suppléments. Mais moi, c'est toujours le même principe. Je pars avec une fondation. C'est pour ça qu'aussi, on commence avec les protéines, complexe B, magnésium. Déjà, ça s'occupe d'un paquet d'affaires. Paquet d'affaires. Et là, après, on peut y aller avec des choses un peu plus sophistiquées. Et puis là, ce qui va orienter notre choix, bon, si on a besoin de quelque chose qui joue aussi du côté digestif ou qu'on a une contre-indication pour le curcuma, on irait pour le boswellia. Le curcuma aura l'avantage d'avoir tous les antioxydants et le facteur de protection anti-cancer, anti-Alzheimer et tout ça, que n'aurait pas autant le boswellia, bien que le boswellia, dans les études que j'ai vues, là, il y avait quand même des choses intéressantes au niveau du cancer. Donc, je dirais que la molécule de curcuma est à plus large spectre que la molécule de boswellia. Ensuite, bon, le PEA pour tout ce qui est chronique, encore une fois, pour la régulation, mais aussi si on veut supporter l'immunité, si on veut le côté neuroprotection. Comme je vous disais, tout ce pourquoi on pense au cannabis, on pourrait penser au PEA. Donc, c'est une molécule qui a beaucoup d'applications. Et c'est un petit peu ça la difficulté, c'est qu'on peut la mettre dans tous les protocoles, alors où on la met. Et c'est pour ça qu'on est en train de développer, là, on en a fait un autre PEA avec des antioxydants qui va sortir sous peu. On le combine avec d'autres substances pour que les gens sentent l'impact tout de suite. Mais comme ça travaille sur des systèmes de signalisation, c'est un effet beaucoup plus profond, mais dont on ressent peut-être moins rapidement l'impact. Alors, c'est quand même intéressant de le combiner avec d'autres choses. Alors, vraiment, c'est ça. Aussi, ben, je vous dirais que c'est selon la clientèle que vous avez. Ce que vous devez faire, c'est essayer, parce que comme il y a beaucoup de possibilités au niveau des substances anti-inflammatoires, antalgiques, c'est d'essayer toujours d'aller chercher celle qui aura le plus grand spectre d'application. C'est pour ça que j'ai choisi des choses comme par exemple l'ashwagandha, qui va avoir un impact au niveau du GABA, donc côté calmant, mais avoir aussi un impact au côté douleur, au côté inflammation. Donc, c'est toujours d'essayer de voir avec le patient qui est devant vous, quels sont ses symptômes les plus préoccupants et de choisir le produit qui va ratisser le plus large possible. Ouais. Est-ce que j'ai d'autres questions? Je vais voir si j'ai perdu, si les gens sont encore avec nous. Ben oui, mais vous êtes encore presque toutes là, c'est génial. Bon, écoutez, ben moi, je vais m'apprêter à fermer, mais j'ai le temps, je peux répondre à plusieurs questions. Mais si j'ai pas de questions, on va conclure ce webinaire. S'il y en avait d'entre vous qui étaient inscrits pour le webinaire de samedi pour système digestif, c'est une erreur qu'il y a eu. Là, ils vont vous aviser par courriel. J'ai vu ça ce soir. Évidemment, c'est pas samedi. J'aime bien ça faire des webinaires, mais je pense que tout le monde n'est pas disponible le samedi. J'avais quand même comme 16 inscriptions. Donc, on va vous aviser, mais c'est au mois d'avril la date qui était prévue. C'est une erreur quand ils ont préparé la présentation sur le document. Donc, le prochain, ça va être vraiment sur la digestion. Comme je disais, la digestion, tout part de là. Donc, on parle de l'humeur, qu'on parle des hormones, qu'on parle de la douleur. Tout part vraiment du système digestif. C'est pour ça que dans l'académie, le premier module, c'était la digestion. Mais là, comme on avait plusieurs produits nouveaux qui adressaient l'inflammation, je trouvais ça important de faire quelque chose sur la douleur. Et puis aussi, quand j'ai commencé à fouiller, honnêtement, je ne pensais pas, moi, c'est pas ma clientèle typique. J'ai beaucoup plus de gens du côté hormonal. Donc, j'étais pas conscientisée au fait qu'il y a tellement de gens qui vivent avec de la douleur chronique. Et c'est fou parce que, comme je vous dis, il y a tellement de choses à faire. Moi, je le vois parce que des fois, justement, les gens me consultent pour un problème hormonal. Et comme je donnais l'exemple pour moi avec le gluten, mais dès qu'on commence à donner des suppléments, qu'on commence à changer l'alimentation, les gens, les douleurs, ils les ont plus. Ou les allergies saisonnières, ils les ont plus. C'est parce qu'on travaille sur les mécanismes sous-jacents. Donc, il va y avoir beaucoup de bienfaits. Et c'est la beauté de cette approche qu'on fait
en naturopathie, en fait, c'est de réguler les systèmes et non pas de juste adresser les symptômes avec une panoplie de médicaments qui vont causer d'autres symptômes et d'autres effets secondaires. Mais donc, il y a plein de choses qu'on peut faire pour la douleur et c'est dommage de voir à quel point les gens sont médicamentés parce que je pense qu'il y a toute cette perception que les produits naturels, c'est pas assez efficace ou ça n'agira pas assez rapidement. Je vous dis, le curcuma ultra, c'est 20 minutes avant de le sentir. Donc, c'est quand même très rapide d'application. Et puis, bon, je ne dis pas que pour une opération à cœur ouvert, ça sera suffisant, mais si au moins on peut contrôler la dose de médicaments, en prendre un peu moins et aller chercher tous les bienfaits antioxydants, émulsionnants des gras, etc., wow! T'sais. Donc, il y a toujours une place, peu importe que les gens soient médicamentés ou pas. Et je pense qu'on a un travail énorme d'éducation à faire et de sensibilisation pour que les gens comprennent que oui, ça marche, les produits naturels, et oui, ça peut agir rapidement, et oui, ça peut être très efficace. Toujours à condition d'avoir les bonnes molécules sous les bonnes formes et s'assurer qu'elles sont biodisponibles. Parce que c'est sûr que si quelqu'un prend ses 2 cuillères à thé de curcuma dans son petit lait chaud le soir, son golden milk, les recettes qu'on voit sur Facebook, ça peut être très agréable, ça peut être un moment qu'on prend pour soi, mais c'est pas avec ça qu'on va prévenir le cancer ni contrôler des douleurs osseuses. Mais donc, ça y a une petite quantité qui sera absorbée, ce qui est mieux que rien. Mais c'est sûr que pour parler d'un effet vraiment antidouleur, il faut travailler les bonnes doses, les bonnes formes des molécules, s'assurer que c'est bien biodisponible, qu'il n'y a pas de médicaments comme des antiacides qui nous empêchent aussi de les absorber correctement. Bon, ben c'est super. Et, en tout cas, je suis vraiment contente. J'aurais aimé vous entendre un peu plus, mais je suis contente de voir des bonnes vieilles naturopathes qui étaient présentes. Ça me fait plaisir. Et puis, je vais communiquer bientôt avec vous. On a quelques activités qui s'en viennent, des formations de mon côté aussi que je vais vous offrir. Donc, on va se reparler. Et puis, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, comme disait Mère André, quand vous aurez lu à tête reposée, peut-être réécouter. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Donc, sur ce, merci encore d'avoir été présent et puis une bonne fin de soirée très froide. Apparemment que bientôt, ça sera mieux. Alors, à la prochaine. Au revoir. Au revoir.